Ouais, donc l'Université populaire de Bordeaux, on s'est pas présenté juste avant le débat mouvant, mais on anime toutes sortes d'ateliers, de débats, d'événements autour de l'éducation populaire et de la politique. Donc, outre les débats mouvants, comme on a fait tout à l'heure, on fait aussi ce qu'on appelle des arpentages. Et si je vous en parle, c'est parce que pour préparer cette conférence, on a arpenté le livre dont il est question ce soir. Voilà, il est ici. Et en quoi ça consiste l'arpentage? Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer? Alors là, d'une seule main, je vais avoir du mal à vous montrer. Mais voilà, de pure démonstration. Merci. En fait, on s'est réunis à 14 autour d'une table et on a lu un livre. Donc chacune a détaché son petit chapitre ou 2 chapitres ou 3 chapitres selon son appétit. On a lu dans notre coin le chapitre qui nous intéressait ou celui qu'on avait pris au hasard. Et ensuite, on se retrouve et on dit ce qu'on a compris, ce qu'on en a pensé, ce qu'on n'a pas compris, les liens qu'on pouvait faire avec d'autres textes qu'on avait déjà lus ou avec des expériences de vie, parce que ça aussi, c'est très important. Merci d'en avoir partagé pendant le débat mouvant, d'ailleurs. Et ça nous a permis de faire émerger des questions sur le livre ou d'avoir des anecdotes à raconter. Parce qu'autour de la table, il y avait des gens qui connaissaient rien du tout à la physique, pour qui la physique c'était trop compliqué. D'autres personnes qui pensaient sincèrement que la physique c'était pas trop compliqué. Des personnes qui avaient des formations en physique. Donc ça permet d'échanger très rapidement, comme ça, beaucoup de notions sur le livre et de préparer des questions qu'on espère pertinentes. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'arpentage. Les prochains arpentages, puisque c'est un cycle de conférences qui a lieu sur toute l'année et même plus, les prochains arpentages seront ouverts à tout le monde. Donc je crois qu'il y a des fiches pour vous inscrire à la sortie. Non, pas cette fois. Je crois avoir oublié de les imprimer, mais par contre, toutes les personnes intéressées peuvent donner leur nom à la fin. Et on prendra vos coordonnées pour vous envoyer un tableau où on peut s'inscrire en ligne. Parfait. Et donc le prochain arpentage est sur le livre de Enzo Traverso qui s'appelle Révolution. Ça sera le samedi 19 novembre à 9h30 à la bibliothèque de Saint-Michel. Tout le monde sort son agenda. Et voilà. On commence ? Alors, on voulait poser en première question... Oui ? Ah oui. Merci David. Et puis un merci vraiment à tous les comédiens de l'ESTBA et à Franck Manzoni qui a réalisé cette surprise. C'était super réussi. Donc je vais faire une petite introduction pour vous parler brièvement de ce livre. Ce livre propose 33 chapitres, très courts. Chacun commence par une introduction de Gauthier de Pambourg qui replace le contexte. Ensuite, il y a un texte du scientifique proprement dit et on termine le chapitre avec un commentaire d'Étienne Klein. Ce livre donc expose l'enchaînement des découvertes sur la nature de la matière et même, si j'ai bien compris, la nature de l'espace entre les matières. Donc sur la matière qui nous entoure dans l'infiniment grand, le macro, avec la théorie de la relativité générale, et également sur la matière dans l'infiniment petit, le micro, qui serait, si j'ai bien compris également, la physique quantique, mais peut-être pas que ça, la physique des particules aussi. Donc ces deux mondes micro-macro ne sont pas régis par les mêmes lois physiques et des essais de les unifier sont nombreux, comme avec la théorie de la gravité quantique à boucle. Donc il y aurait plusieurs physiques. Voilà comme introduction. Donc on parle de quoi dans ce livre ? On parle de la vitesse de la chute des corps, comme on a vu avec le petit spectacle de l'ESTBA, de la force gravitationnelle, de l'énergie avec la célèbre équation E égale mc2, de la vitesse de la lumière, de la vitesse de tous les corps dans le vide. Et on parle après des choses qui sont plus microscopiques, c'est-à-dire les photons, la lumière, les ondes, les particules, les atomes, les électrons, les corpuscules, les médiateurs entre les particules, le boson de Higgs, voilà. Et on parle aussi du vide. Alors, si la physique ne nous dit pas pourquoi nous vivons et nous mourons, elle nous explique de quoi nous sommes faits, au plus près de l'infiniment petit, et comment l'univers est constitué et organisé. Merci. Alors, en première question, on voulait revenir sur le titre du livre, en fait, pour essayer de définir un petit peu les termes et pourquoi vous l'avez appelé comme ça. Parce que l'intuition de certaines personnes ici était que la physique était effectivement trop compliquée,
que c'était pas accessible à tout le monde. Et l'histoire le prouve, c'est qu'il y a bien des gens qui ont théorisé de la physique, d'autres qui l'ont pas fait. Alors pourquoi certains oui, certains non? Donc est-ce qu'il faut être un génie pour avoir des idées? Comment est-ce qu'on a une idée? Et il y a le terme revient peut-être pas si souvent que ça dans le livre, mais en tout cas le concept est là, c'est l'expérience de pensée. Plusieurs textes que vous retranscrivez dans le livre décrivent des expériences de pensée des personnages qui apparaissent dans le livre. Alors c'est quoi une expérience de pensée? Est-ce qu'il faut être un génie pour faire ça? C'est quoi un génie? Bon, je commence peut-être. Alors bonsoir à tous et à tous, merci, bravo aux comédiens, comédiennes. Là, je trouve que cette mise en scène devrait être prolongée. C'est dommage que vous n'ayez pas fait les 33. Et c'est dommage que vous n'ayez pas passé plus de temps sur chacune. Mais je pense que le théâtre, qui est un genre sous-utilisé dans la vulgarisation, pourrait être un vecteur plus efficace que beaucoup d'autres pour faire passer des idées de physique. Alors, le génie. Justement, avant de venir ici, on a pu visiter une réserve de livres et on est tombé sur un ouvrage qui s'intitule La connaissance de l'homme, qui date du début du XIXe siècle. Et il y a un chapitre sur le génie. Et l'auteur de ce chapitre passionnant explique que le génie ne se reconnaît d'une façon sûre qu'à un seul signe, la paupière supérieure, vue de profil. Et Gauthier et moi, on n'était pas au courant de ce critère imparable. Et donc, on a présenté des idées de génie sans tenir compte de la physionomie des physiciens en question. Et peut-être qu'on a laissé une place démesurée à des connards, sans le savoir. Et donc, non, mais plus sérieusement, moi, je suis fasciné par les génies, notamment par des... Alors, le génie, c'est pas une propriété qu'on a en permanence. C'est plutôt la rencontre heureuse entre un type d'intelligence ou de façon de raisonner et un type de problème qui se pose à un moment donné de l'histoire. Ça veut dire qu'un génie ne serait pas génial à toutes les époques. Einstein, aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas la fécondité qu'on lui a connue par le fait que les problèmes qui se posent aujourd'hui ne sont pas des problèmes adaptés à sa façon de raisonner. Et on peut le dire de presque tous les autres. Alors, il y a aujourd'hui une tendance à dire que les génies n'existent pas, que les idées circulent, qu'elles sont le résultat de l'ère du temps, en fait. Et moi, je pense qu'il faut nuancer ce propos. Si vous prenez Einstein, par exemple, Einstein a travaillé au bureau des brevets à Berne comme ingénieur. Il n'était pas à l'université, il n'avait pas de thèse, mais il dit lui-même que c'est le type de problème très technique qui lui était posé qui l'a conduit à avoir les idées comme la relativité, E égale mc2, etc. Ça veut dire que le contexte dans lequel il était a joué un rôle déterminant, il le dit lui-même. Mais s'il n'avait pas été génial, il n'aurait pas fait plus que ses collègues qui étaient au nombre de 28, qui travaillaient sur les mêmes sujets. Donc il y a eu l'association entre un contexte et une façon très singulière d'Einstein de poser des questions. C'est les expériences de pensée que vous avez évoquées. On devrait plutôt parler d'expérience par la pensée. Galilée a fait des expériences de pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si... Et Einstein a eu la particularité de penser des expériences de pensée, donc imaginer des situations en mettant en scène son propre corps. C'est ça, sa marque de fabrique. Qu'est-ce qui se passerait pour moi si j'étais, par exemple, à cheval sur un rayon lumineux qui va à la vitesse de la lumière, comme on vient de l'apprendre grâce à nos amis. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière? Ou bien, qu'est-ce que je ressentirais si je tombais en chute libre dans le vide? Est-ce que je sentirais mon poids ou pas? Et il a, grâce à cela, fait des avancées en physique incroyables. Il a fait la révolution à partir d'expériences de pensée. Et ça, c'est la chose qui est la plus impressionnante, c'est que toute la physique dont on parle, nous, on s'est arrêté au boson de Higgs, mais la physique jusqu'en 1930 est une physique qui, par rapport à aujourd'hui, se développe sans données. Quand Einstein écrit la relativité générale en 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers? Ben rien. Par rapport à aujourd'hui, on ne sait rien. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'a pas découvert les forces nucléaires. Et il trouve des équations qui sont celles qu'on utilise en 2022 pour faire de la cosmologie. C'est-à-dire qu'il a pu concevoir un cadre théorique
d'une efficacité incroyable qui a agi comme un sésame cosmique sans avoir de données. Et toutes les données qu'on a acquises depuis, qui sont des menaces pour la théorie, puisqu'on dit que s'il y a une contradiction entre la théorie et les données, c'est que la théorie est fausse. Maintenant, cette théorie a résisté à toutes les données recueillies depuis par des satellites, des télescopes, des colliseurs de particules. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus impressionnant. Je dis pas qu'il y aura besoin de génie dans le futur. Peut-être que l'intelligence artificielle manipulera des données qui permettra de trouver des nouvelles lois physiques. C'est possible. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence humaine, en tout cas celle des génies, n'est pas remplaçable. Et donc ce livre, c'est une sorte d'hommage à 33 physiciens, enfin un peu moins, parce qu'il y en a qui apparaissent 2 fois. Donc il y en a un peu moins, mais on a pu en trouver plus. Mais c'est des gens qui ont, comme on dit dans l'introduction, qui ont coupé l'histoire en deux. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et c'est ça qui, personnellement, m'impressionne le plus. La question de tout à l'heure, c'est est-ce que la physique, c'est trop compliqué ? Moi, j'ai dit oui. Enfin, je me suis mis... Mais j'ai pas compris la question, en fait, parce que elle est trop compliquée quand on veut la dire brièvement. Mais quand on prend le temps d'expliquer, étape par étape, elle n'est pas plus compliquée qu'autre chose. Et si elle apparaît compliquée, c'est parce qu'elle est victime d'une crise de la patience. On n'a pas le temps d'expliquer. Et ce livre, c'était une occasion de se donner le temps en montrant comment les idées se sont enchaînées au cours de l'histoire. On commence par Galilée, on s'arrête en 2012 avec le boson de Higgs ou les ondes gravitationnelles un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il s'est passé 400 ans pendant lesquels il y a eu une fécondation des révolutions et on ne peut pas raconter cela brièvement, sans quoi on perd le fil. Gauthier, vous voulez réagir à cette première question ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir et merci pour la performance juste avant. C'était impressionnant et quand je voyais qu'il restait 30 secondes au compteur pour faire tout le XXe siècle, je me suis demandé comment vous alliez faire, mais peut-être qu'on pourrait s'en charger du coup en reprenant un Max Planck si vous voulez. Oui, alors par rapport à ta question sur le titre du livre, en fait, la genèse de ce livre, ça n'a pas tout de suite été les idées de génie. Hein. D'abord, je me souviens, Étienne, tu m'avais proposé de faire une anthologie de textes de la physique, dont j'avais beaucoup cherché à l'époque, et c'est difficile en fait de trouver une cohérence sur toute la physique, alors disons quand même moderne, du XVIIe à nos jours, en Europe, en tout cas en Occident. Voilà, c'est difficile de trouver une cohérence et donc un jour on s'est dit au lieu de chercher des textes un peu tous azimuts, on va chercher des textes dans lesquels il y a une idée forte, marquante. Alors c'est pour ça qu'on peut commenter le titre mais aussi le sous-titre, des 33 textes qui ont bousculé la physique. On a hésité, je me souviens, avec bouleversé, mais on aimait bien l'idée de bousculer, quoi, comme dans le métro, comme si vraiment paf, on était gêné par ces idées. Donc voilà, on a eu cette volonté de trouver des textes qui marquent une idée forte dans l'histoire de la physique. Alors évidemment, tout le monde a des idées, pas uniquement les génies, mais là, l'idée, c'était vraiment d'en sélectionner certaines qui ont révolutionné notre compréhension du monde. Et puis, comme tu évoquais la question de tout à l'heure, la physique, c'est trop compliqué. Je voulais dire que c'est un petit peu aussi l'ambition de ce livre. On ne s'est pas limité qu'à des textes simples. D'ailleurs, ils sont assez rares. Il y a vraiment des niveaux de difficulté très variés dans cet ouvrage. Mais je pense que c'est vraiment intéressant, avec les introductions et les commentaires qu'on a fait, de pouvoir aborder justement ces textes difficiles qu'on n'a pas l'occasion de voir, je pense, d'habitude. Je pense par exemple au chat de Schrödinger. Tout le monde connaît le chat de Schrödinger. Alors en fait, quand on revient à la source, on se rend compte que le texte est très difficile. Je pense que c'est un des plus difficiles du livre. Et je trouve que c'est bien d'aller se confronter, de voir que même des idées qui peuvent nous paraître très répandues, voilà, très vulgarisées aujourd'hui, en fait, à l'origine, sont des idées très complexes. Donc voilà, c'était aussi l'ambition de ce livre, d'avoir des formats différents, des articles, des extraits d'ouvrages, des lettres parfois aussi. C'est plus rare parce que c'est plus rare d'avoir des idées qui ont bouleversé la physique dans des lettres, mais c'est arrivé avec Pauli, par exemple, avec Newton, qu'on a vu tout à l'heure sur scène. Et puis, donc, avec des niveaux de difficulté, comme je le disais, différents. Il faut pas que ça vous rebute, hein, vraiment. L'idée de ce livre, c'est de vous accompagner dans ces textes qui ont marqué l'histoire de la physique. J'aimerais bien réagir sur ce que vous avez dit juste avant, que la physique d'avant s'est développée sans données. Que donc le geste de l'expérience de pensée était nécessaire pour élaborer des théories.
Et, parce que dans le dernier chapitre, vous parlez, enfin, qui est une ouverture en fait, qui est plus un commentaire d'un texte historique. Vous introduisez la notion de big data, du fait que des algorithmes avec une collecte énorme de données pourraient induire des lois tout seuls. Et il me semble que vous remettez en cause cette idée-là, que vous appelez un fantasme en fait. Alors, ça pose la question, est-ce que les scientifiques auraient une sorte de geste créatif nécessaire vraiment pour faire de la science, ou est-ce qu'on peut faire de la science simplement avec des ordis ? Très bonne question, c'est celle qu'on pose en effet dans la conclusion. Moi, je voulais dire que je suis impressionné de voir la traduction en langage des signes de ce que je raconte. C'est vraiment une langue étrangère. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je saurais le refaire. Bravo. Mais bon, le fait que ce soit traduit en instantané me fascine. Bon, alors la question. Mais pensez à Galilée. Galilée, vous l'avez démontré tout à l'heure, il comprend que dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse. Ce qui, à son époque, est une situation qu'on ne peut pas observer. Puisqu'on ne sait pas faire le vide, on pense même qu'il n'existe pas. Et donc, il a l'intuition géniale que dans le vide, qu'il existe ou pas d'ailleurs, les lois du mouvement se montreraient de façon beaucoup plus simple. Et donc, le vide, c'est un milieu de pensée qui lui permet de concevoir les lois du mouvement, quitte à les enrichir ensuite de complexité pour tenir compte du fait qu'on ne vit pas dans le vide. À l'époque, on ne sait pas définir la notion de vitesse instantanée. La notion de dérivée n'est pas encore mise au point. Donc la vitesse instantanée d'un corps est un concept qui n'est pas défini. Il arrive à trouver la bonne loi grâce à une expérience de pensée que vous avez rappelée. Alors maintenant, imaginons qu'avec un ordinateur et des algorithmes et des mesures, on puisse recueillir des données de toutes sortes de corps, de formes différentes, de densités différentes, dans des conditions atmosphériques ou météorologiques complètement différentes, du vent, pas de vent, de la pluie, du brouillard. On a des données extrêmement précises qui permettent à l'algorithme de comprendre comment un corps va tomber dans une situation météorologique donnée. Évidemment, cet algorithme va nous donner des indications sur la façon dont un corps donné chute dans des conditions particulières, bien plus précises que ce que Galilée aurait pu imaginer. Maintenant, et c'est la question que vous posez, est-ce que cet algorithme que vous avez alimenté en données toutes recueillies lors de la chute de corps dans l'atmosphère serait capable de dire si ces corps tombaient dans le vide, ils tomberaient à la même vitesse? La réponse est non. Donc pour l'instant, Galilée est plus fort que les algorithmes pour ce qui est d'interroger par des expériences de pensée ce qui semble évident compte tenu des observations que nous pouvons faire. Autrement dit, l'observation nous trompe. L'observation n'est pas un bon guide. L'observation, elle nous montre que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, et l'affaire est close. Et la physique moderne, celle qui nous intéresse dans ce livre, est une physique qui se méfie de l'observation. Et donc, elle est la matrice de la physique moderne, dont les lois qu'on apprend à l'école, je parle même de physique classique, les lois de la physique classique sont des lois qui sont contre-intuitives et qui disent même le contraire de l'expérience quotidienne. Le principe d'inertie qu'on apprend, enfin moi je l'ai appris en classe de seconde, je ne sais pas maintenant en quelle classe on l'apprend, mais le principe d'inertie que vous avez illustré tout à l'heure, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme, c'est une description qu'on ne voit nulle part. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et donc il y a l'idée que les principes de la physique sont cachés, et pour les découvrir, il faut ruser avec les mensonges du réel. Le réel nous ment, il faut trouver des stratagèmes intellectuels pour le contourner et accéder à ce qui nous cache. Et c'est là que ça devient intéressant. Et parfois aussi, ça veut dire faire confiance aux lois de la physique, même si on pourrait penser avec les recherches nouvelles qu'elles ne seraient plus légitimes. C'est la question qu'on traite dans le livre. Quand il y a une contradiction entre une théorie dans laquelle on a confiance et un fait d'observation ou une expérience, il y a des cas où il faut modifier la théorie parce que le fait qui la contredit
la rend fausse en quelque sorte, et d'autres fois, il faut faire confiance à la théorie, bien qu'elle soit en apparence contestée par des faits, et en imaginant qu'il existe quelque chose dans le monde qu'on n'a pas encore vu, qui, s'il existe, dissout la contradiction. L'exemple le plus spectaculaire, c'est Le Verrier, qui, constatant une anomalie dans la trajectoire d'Uranus, dit « Les lois Newton sont quand même vraies, même si les calculs newtoniens semblent démentis par l'observation, mais on va imaginer qu'il existe une planète qu'on n'a jamais vue, qui explique ce désaccord, et c'est comme ça qu'il a prédit Neptune. » Et donc, c'est pas parce qu'une théorie est contestée par les faits qu'il faut l'abandonner. La disqualifier. Je voulais juste revenir du coup sur la question du big data qu'on aborde en conclusion et qui est une question ouverte. C'est quelle va être au XXIe siècle la place de l'esprit humain par rapport justement à toutes les potentialités que nous ouvre le big data. Et moi, j'ai été très surpris dans mon parcours. J'ai fait un stage au CERN, comme ça a été dit, un stage en astrophysique et un stage en optique quantique. J'ai fait du code dans les trois. Donc, c'est dire que, en fait, quand même, les big data, l'informatique en général, c'est une chance incroyable pour faire avancer la science. Donc ça, je pense qu'il faut évidemment en tenir compte. Après, alors voilà, j'ai un ami qui a fait un mémoire remarquable sur la question de l'offuscation. Il s'appelle Emma Roudeville, parce que en fait, le problème, ce qu'il explique, c'est qu'on a trop de données en fait avec le big data. Et ce qu'il dit de très intéressant, c'est le problème ne devient pas tant de vérifier des hypothèses, mais de trouver les bonnes hypothèses. Parce que dans un flot de données énorme, il y a en fait tellement d'hypothèses possibles qu'il faut des méthodes pour identifier les hypothèses qui ont un intérêt et celles qui n'en ont pas. Donc voilà, en fait, le big data pose des questions comme celle-là totalement nouvelles, qui sont aussi des questions dont doit s'emparer la philosophie des sciences. Et évidemment, ça pose aussi la question du rapport que nous, l'humain, a avec cette intelligence artificielle. Et c'est vraiment une question ouverte, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la conclusion. Alors moi, j'aimerais revenir sur le début du livre, puisque donc c'est le chapitre sur Galilée au XVIIe siècle, qui, comme vous le dites, est le point de départ du début de la physique moderne, au sens où, à compter de là, on utilise les mathématiques en sciences. Donc, vous citez la phrase de Galilée, « La nature est un livre écrit en langage mathématique, dont les lettres sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. » Alors, c'est quoi cette histoire de langage mathématique ? Comment des équations peuvent-elles expliquer la réalité ? Ouais, il y a un point que je veux tout de suite aborder, parce que évidemment, on fait un livre, une anthologie, il faut bien commencer quelque part et par quelqu'un. Mais bon, il ne faut pas voir non plus Galilée comme une rupture absolue, ce qu'on appelle alors, Étienne dirait si, mais il faut quand même voir que ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, qui s'étale sur à peu près 2 siècles, au moins 16e, 17e. On a eu l'occasion de voir un exemplaire de Copernic en Pologne. Il y a eu Giordano Bruno, dont on parle pas assez, je pense, aussi, juste avant Galilée, en Italie. Vous avez évidemment Descartes en France, qui a eu un rôle crucial à l'époque. Un peu plus tard, Robert Boyle en Angleterre. Donc, c'est quelque chose de très vaste. Mais je pense qu'effectivement, Galilée, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est peut-être la figure la plus marquante de cette période, avec effectivement ce texte qui irrigue en quelque sorte toute la physique qui suit, puisque alors son œuvre va être parachevée par Newton, mais donc c'est vraiment l'idée qu'on peut expliquer le monde, on peut sortir de ce labyrinthe qu'est la compréhension du monde en le mathématisant. Voilà. Alors Étienne, vous n'aviez pas l'air d'accord avec... On va nuancer. Évidemment, je suis d'accord pour dire que Galilée n'est pas le seul, mais dans la liste des noms qu'on a cités, il est celui qui a touché le plus de sujets différents. En astronomie, en dynamique, en optique même. Il n'est pas comparable à Boyle et à tous les noms que tu as cités, qui ont fait des choses importantes. Mais dans l'œuvre de Galilée, dans ses différents livres, quel que soit le sujet qu'il attaque, il y a un côté révolutionnaire qui advient. Et même si Copernic a démontré, il dit que c'est une hypothèse qui n'est pas sûre et qu'il ne va pas mettre sa tête à couper pour la défendre, la façon dont Galilée défend
L'héliocentrisme n'est pas simplement une reprise de Copernic. C'est plus fort, c'est plus puissant. Donc Galilée, il a quand même marqué l'histoire un peu plus que les autres, et son nom n'est pas simplement un symbole particulier qu'il faudrait mettre en avant. Il a vraiment fait des choses. En plus, il a vécu très vieux, donc il a eu le temps de faire beaucoup de choses. Mais ses travaux sur le vide, par exemple, sont incroyables. Et donc, non, moi je suis pas d'accord pour dire qu'on aurait pu en prendre d'autres. C'était Galilée et personne d'autre. Hein. Mais Quand il dit que le langage de la nature est écrit grâce à la géométrie, c'est une intuition. Galilée lui-même n'a pas utilisé les mathématiques pour sa physique. La seule équation qu'il a écrite, c'est en 1604, il a écrit que la vitesse de chute d'un corps, V, est proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis 3 secondes tombe 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, quelle que soit la masse du corps. Et ça, c'est la première loi physique mathématisée, elle est très simple, c'est une loi de proportionnalité. Et il parle de géométrie dans l'extrait qu'on a cité. Et c'est pas vraiment la géométrie qui va être utilisée, plutôt les équations différentielles, qui n'existent pas à son époque. Et c'est en fait Newton et les autres qui vont s'engouffrer dans cette porte ouverte. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'en physique, les équations mathématiques sont aussi efficaces? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Et d'autre part, pourquoi est-ce que les physiciens n'utilisent pas toutes les mathématiques? Il y a toute une partie des mathématiques qui n'est pas utilisée en physique. Et il y a des gens qui tentent des hypothèses, notamment Paul Dirac et quelques autres, ont remarqué que les physiciens utilisent des formalismes mathématiques qui sont riches en invariants, c'est-à-dire qui permettent d'identifier des grandeurs qui ne changent pas quand on fait certaines opérations. Et l'idée de Dirac, c'est que les mathématiques prolongent dans l'invisible les mécanismes de la vision. Par exemple, je regarde cette bouteille, je la vois sous un angle particulier, et je dis, c'est une bouteille. Alors que pour m'en assurer, il faudrait que j'en fasse le tour et que je vérifie que quel que soit l'angle sous lequel je la regarde, c'est encore une bouteille. Parce que je pourrais être victime d'une illusion. C'est une bouteille comme ça, je fais le tour, il n'y a plus rien. Mais si je fais le tour et qu'il n'y a plus rien, c'est que c'est pas une bouteille. C'est-à-dire que notre vision, elle utilise implicitement un logiciel d'invariance. Et à partir d'un point de vue partiel, elle conclut à une identité générale. Et l'idée de Dirac, c'est de dire que les mathématiques qu'on utilise en physique, qui sont riches en invariants, permettent d'identifier dans l'invisible des objets réels. Par exemple, on va décrire un électron par une fonction qui va ne pas changer ou résister à certains changements quand on change de point de vue ou qu'on fait d'autres transformations. Et le fait qu'elle résiste au changement signifie qu'elle est réelle. Si elle ne résistait pas à ces opérations qui sont liées à des symétries, eh bien, ce ne serait pas un électron. Et là, je trouve que c'est une idée intéressante qui montre que les mathématiques, finalement, c'est une vision au-delà du visible qui nous permet d'identifier des objets que nos sens ne peuvent pas percevoir. Alors, j'ai un peu changé de sujet radicalement. C'est un livre de physique, c'est aussi un livre d'histoire. Il y a un peu de mélange des deux, il y a un peu d'épistémologie aussi. Et en le lisant, ça m'a fait penser à un autre livre qui s'appelle Histoire populaire des sciences. Alors, c'est pas du tout la même démarche que la vôtre, évidemment, mais ça m'y a fait penser par certains aspects. C'est un livre, en fait, qui se refuse à raconter des vies de génies ou leurs théories en tant que grands personnages de science. Et qui le fait... Alors, si ce livre raconte des histoires de génie, c'est toujours pour raconter tout ce qu'il y avait autour d'eux, leur contexte historique, les gens avec qui ils travaillaient, d'où viennent leurs idées, ce pourquoi elles ont percé ou pas. Donc, c'est une histoire populaire au sens où ça associe vraiment l'ensemble des gens qui œuvraient à la science à cette époque-là et le contexte historique. Donc, qui se concentre très peu sur les scientifiques eux-mêmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Donc, ça fait ressortir que pour laisser son nom dans l'histoire en tant que scientifique, il suffit pas d'avoir élaboré une grande théorie, d'avoir été un génie tel que nous on les perçoit depuis notre œil du XXIe siècle. Donc, ça fait poser la question pourquoi on laisse son nom dans l'histoire ou pas en tant que scientifique, si c'est pas juste la valeur des idées, leur justesse théorique ou leur application pratique.
Et ça pose aussi la question quel scientifique on choisit de prendre quand on veut raconter une histoire des sciences. Comment vous avez fait le choix de vos 33 génies, si on accepte de les appeler comme ça. Pourquoi cette approche historique-là? Et alors ma question est longue, désolé. Et il y a aussi un aspect qui est assez frais dans votre livre, c'est qu'il y a des anecdotes, des tranches de vie, en fait, parfois très drôles, qui sont racontées dans le livre. Par exemple, alors je sais plus, c'était Lorenz, c'est ça, je crois, qui réveillait tout le monde dans son internat. Maxwell, pardon. Il y en avait beaucoup, c'est pour ça que j'ai confondu. Est-ce que ces anecdotes de vie peuvent nous éclairer, en fait, sur la façon dont ils ont élaboré leur théorie, la façon dont ils pensaient, en quoi c'est utile? Je ne sais pas si je vais répondre à toutes tes questions. Je pourrais les répéter. Non, alors donc comme on le précise dans l'introduction, évidemment, il faut jamais oublier que les génies que l'on présente sont tributaires d'un héritage, sont tributaires d'un certain type d'enseignement, de formation qu'ils ont reçu, d'un certain contexte. Donc bien sûr, on n'oublie pas ça. Simplement, je pense que l'idée de ce livre, c'est de montrer qu'il y a quand même des gens qui sortent du lot et qui arrivent à, en quelque sorte, s'extraire de leur contexte pour avoir des idées en rupture, en fait, justement, avec ce qui les entoure. Le livre est plein de ce genre d'idées. Donc voilà, évidemment, on ne peut pas oublier non plus les aspects sociologiques, institutionnels, économiques de la science. Mais voilà, il y a quand même des génies, on pense, en tout cas des gens qui ont, pendant certains moments, des coups de génie. Et il y a une très belle citation, d'ailleurs, que je vous invite à lire, de Poincaré au début du livre, qui explique qu'il a eu un coup de génie en mettant son pied sur un marchepied en montant dans un bus. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, mais sur le choix il est subjectif. On a discuté, alors il fallait que les textes en question contiennent des idées importantes, au moins une, et il fallait aussi que les textes soient accessibles. Il y a des textes écrits par des génies, mais ils sont tellement confus que on peut pas les donner comme ça à lire sans. Et puis il y a aussi des textes dont la langue a tellement vieilli qu'on peut plus les comprendre. Et donc ça a été un critère de choix également. Et à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'histoire retienne son nom quand on est scientifique? La première des conditions, en tout cas ça vaut pour le passé, c'est moins vrai pour aujourd'hui, c'est d'être un homme. Il y a quand même beaucoup de femmes. Alors, il y a peu de femmes en sciences. On a cherché des textes. On en a 3 au final, mais de femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont été ventriloquées par des hommes. C'est-à-dire qui ont pu être scientifiques à condition de se faire passer pour des hommes. L'exemple le plus connu, c'est Sophie Germain, mais même Amy Noether, qui a été une mathématicienne incroyable du début du XXe siècle, et même une physicienne théoricienne. Elle a enseigné pendant 4 ans à Göttingen en se faisant passer pour David Hilbert. Les femmes n'étaient pas payées. Et quand Hilbert a voulu la recruter dans cette université, les philosophes et les historiens de cette université ont écrit pour protester en disant « Que penseront les soldats qui reviendront du front pour étudier à l'université s'ils doivent se prosterner devant une femme ?» Donc c'était dur. Et Hilbert a répondu « Messieurs, nous sommes une université, pas des bains publics. » C'est pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des choses importantes. L'exemple le plus classique, c'est la découverte de la fission nucléaire. La découverte de la fission nucléaire a été faite par 2 femmes à 4 ans d'intervalle. La première, c'était Ida Noddack, que tout le monde a oublié. C'est elle qui a compris que quand on envoie des neutrons sur l'uranium, il peut se fragmenter. Elle l'a intuitionné, elle n'a pas apporté la preuve, mais elle a imaginé ce processus. Et 4 ans plus tard, c'est Lise Meitner, qui n'a pas été signataire de l'article annonçant la découverte de la fission parce qu'elle était juive et avait dû quitter l'Allemagne où elle travaillait. Et c'est son patron, Otto Hahn, qui a été considéré comme le découvreur de la fission alors que lui n'a pas compris ce qu'il faisait. Ça me permet juste de compléter ma réponse. On a, comme j'ai dit, essayé de faire une anthologie avec des textes de formats variés, de difficultés variées, mais aussi, on n'a pas choisi que des gens très connus, justement. On a essayé de remettre un peu en valeur des personnes comme Ida Noddack, justement, qui ont été peut-être un peu plus oubliées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que précisément, le travail de l'historien, qui est mon travail de thésard au quotidien,
c'est justement d'aller fouiller pour retrouver ce qui s'est réellement passé et des fois de trouver des contributions de personnes qui ont été oubliées, de restituer. Pour moi, c'est vraiment ça de faire de l'histoire. Hein. C'est pas de se contenter d'une histoire qu'on appellerait monumentale avec simplement des grandes personnalités qui se sont enchaînées, mais vraiment d'étudier les contextes, les personnes avec qui elles ont interagi et de reconstruire toute une époque en oubliant personne. Voilà. Si je peux ajouter une chose, il y a une différence entre les physiciens et les philosophes. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doit avoir lu les textes des philosophes du passé. Enfin, un philosophe qui n'aurait pas lu ni d'Aristote, de Kant, Heidegger, c'est peut-être pas obligatoire, mais enfin, quelques autres pourraient pas dire qu'il est philosophe. Alors qu'un physicien, y compris éminent, peut n'avoir lu aucun de ces textes. Ce qu'on demande à un physicien, c'est de connaître les théories, la relativité, la mécanique quantique, la théorie des champs, etc. Mais il n'a pas du tout besoin d'avoir lu les textes dans lesquels ces formalismes qu'il utilise ont été ébauchés. Par exemple, l'article de 1905 de Johann Einstein sur la relativité restreinte, il y a très peu de physiciens qui l'ont lu. L'article EPR, alors EPR, en effet, c'est pas un réacteur nucléaire, c'est les initiales de Einstein, Podolsky, Rosen. C'est l'article, en fait, qui a, très longtemps après, déclenché le prix Nobel d'Alain Aspect. C'est autour de ces questions-là que Alain Aspect a fait l'expérience qui lui a valu son prix Nobel. C'est un article de 4 pages, extrêmement simple à comprendre. Il n'y a pas de complexité de vocabulaire, il y a un raisonnement qu'il faut suivre, et on peut comprendre l'argument d'Einstein et des deux autres sans vraiment avoir besoin de connaître le formalisme en détail de la mécanique quantique. C'est pas trop compliqué. Non, mais c'est un article extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est que les grands articles très décisifs sont parfois très courts, et c'est eux qui marquent l'histoire. La réponse de Niels Bohr à ce papier fait 7 pages. L'article de John Bell de 64 qui va montrer que le point de vue d'Einstein et celui de Bohr peuvent être distingués expérimentalement, il fait 7 pages. L'article d'Aspect, il fait un peu plus. Mais c'est ça qui est fou, c'est que des articles très courts peuvent porter les germes d'une révolution. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement de quoi il s'agit dans ce débat EPR? Citer quels sont les scientifiques en combien de temps dans ce sigle? C'est ça la vraie question. Très rapidement, si possible, pour que le public dans la salle comprenne quel est ce débat qui a animé pendant de longues années le débat entre La dernière fois, tu m'avais laissé 30 secondes là-dessus. Tu vois, je te mets au défi de faire la même chose. Tu fais 30 secondes et je complète. Voilà, pas mal. Non, c'est un débat au départ sur l'interprétation de la mécanique quantique. Einstein, la mécanique quantique prédit que quand on fait une mesure sur une particule, il y a différentes probabilités de ces résultats de mesure. La question, c'est de savoir si ces probabilités correspondent à une ignorance, à une limitation de la théorie ou à une propriété fondamentale de la nature. Donc Einstein, évidemment, pensait que c'était une limitation de la théorie et Niels Bohr une propriété fondamentale de la nature. Et donc Einstein en mettant en lumière en fait l'idée d'intrication quantique, a inventé avec Podolsky et Rosen une expérience de pensée destinée à mettre à mal l'interprétation de Niels Bohr. Et en fait, cette expérience de pensée, évidemment d'ordre purement philosophique au départ, a été transportée, disons, dans le domaine expérimental par les travaux de John Bell, donc dans les années 60, qui montrent que dans certaines conditions, si on s'en tient à la version d'Einstein, il y a certaines inégalités qui doivent être vérifiées dans un certain type d'expérience. Et si ces inégalités sont violées, c'est que la vision d'Einstein n'était pas correcte. Et puis donc, les expériences ont été réalisées par Alain Aspect. Mais alors, je prends juste une petite minute de plus. Il y a beaucoup plus, mais je prends une petite minute pour dire une chose qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé là-dessus récemment. Que ça, c'est l'histoire qu'on raconte, que vous trouverez un peu partout, mais il y a quand même deux événements qu'il faut rajouter et qui sont très rarement évoqués. Le premier, c'est entre Einstein, EPR, et John Bell. En fait, il y a un physicien qui s'appelle Bohm qui a élaboré une théorie pour essayer de retrouver une certaine forme de déterminisme. Bon, et en fait, Bohm
propose non plus des variables continues comme chez Einstein. Einstein considère des variables continues qu'on peut, par exemple, la position ou la vitesse d'une particule. Et lui, il parle de variables discrètes. Donc, par exemple, des directions de spin. Et en fait, ça va inspirer John Bell pour son papier. Et il va être très largement influencé par Bohm. Et surtout, le deuxième événement, c'est les années 70. Et c'est John Clauser qui a eu le prix Nobel avec Alain Aspect. Et c'est pas pour rien. Parce qu'il a, en fait, en 1969, avec 3 autres collègues, écrit un papier dans lequel il transporte en fait les équations de Bell dans le domaine de l'optique. Parce que Bell, en fait, c'est un papier très général, très idéalisé, et les inégalités de Bell ne sont pas testables en l'état. Il faut les rendre testables expérimentalement, et c'est ce que fait Bell et ses collègues en prenant donc des photons en 1969. Et il va réaliser une première expérience qui va violer les inégalités de Bell en 1972, 10 ans avant Alain Aspect. Voilà, c'est dit rapidement, mais ça mérite un petit détour. Je voulais juste aussi par rapport à la question de tout à l'heure dire que sur comment on reste dans l'histoire, etc. Dire que moi, ma thèse, je m'intéresse à l'histoire de l'optique quantique, donc un champ de recherche qui est né, disons, dans les années 60 et je vais jusqu'aux années 80. Et Cohen-Tanucci, autre prix Nobel français que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'avait dit au début de ma thèse, il faut que tu n'oublies personne. Et ça m'a marqué parce que c'est difficile sur tout un champ de recherche sur 30 ans au niveau mondial, c'est difficile d'oublier personne. Et donc je pense que c'est une façon aussi de répondre à ta question. Voilà, faire de l'histoire, c'est essayer de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'émergence de son champ de recherche. Ce qui est peut-être pas possible dans tous les champs de recherche, mais peut-être. On voulait aussi poser des questions par rapport à la vulgarisation, puisque votre livre, c'est de l'histoire, de la physique, mais aussi de la vulgarisation. Par rapport à l'enjeu de la vulgarisation, et spécifiquement en physique, pour le coup, j'ai perdu exactement ce que vous voulez dire, mais voilà, c'est sur l'enjeu de la vulgarisation scientifique. En quoi c'est différent de l'enseignement ? Pourquoi c'est utile de vulgariser des concepts de physique, par exemple la structure du cosmos ou le paradoxe EPR ? Comment on se saisit de ça en fait ? Comment on vulgarise pour que ça soit pour qu'on s'en empare en fait ? Disons que moi je trouve que les idées de la physique en général, c'est des idées intéressantes, pas du tout intuitives. Donc si on les entend pas dire par quelqu'un, il y a peu de chances qu'on les ait soi-même. Et donc la vulgarisation, pour moi, ça a toujours été une entreprise, disons, intellectuelle, liée à une certaine conception de la République. Dans une république à la française, les idées, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler librement, sans entrave idéologique, culturelle, politique ou autre, quitte à ce qu'on s'en désintéresse. Mais même ceux qui n'ont pas la chance d'aller faire des études sur ces questions-là doivent entendre parler de ces choses. Ça n'implique pas une conception scolaire de la démocratie. Un citoyen qui méprise la science, qui ne s'y intéresse pas, ou qui considère qu'elle n'a pas d'intérêt, n'est pas un moins bon citoyen qu'un autre qui s'y intéresse. Il y a simplement que, et le Covid nous l'a montré, enfin l'expérience du Covid, la vulgarisation, c'est une sorte d'échec. Autrement dit, ça ne fonctionne qu'auprès de ceux, auprès de qui ça fonctionne. Voilà, c'est un truisme, mais ça n'intéresse que les gens qui viennent vers elle, qui lisent des livres, qui écoutent des conférences, etc. Mais on l'a bien vu pendant le Covid, il y a une part énorme du public qui n'a pas de contact avec des raisonnements scientifiques, qui s'abreuve à d'autres sources, et ça interroge la question de la culture scientifique dans une démocratie moderne. Par exemple, on doit être capable de pouvoir discuter ensemble, démocratiquement, du type de compagnonnage qu'on veut effectuer avec les nouvelles technologies, avec l'IA, avec la 5G, le nucléaire, et que sais-je. Et le fait qu'on ne puisse pas en parler, le fait qu'on ne puisse pas en débattre vraiment, ça pose des problèmes. Voilà. Et donc, moi, je me demande s'il n'y a pas des nouvelles formes à trouver pour que la vulgarisation touche des publics, un peu comme vous le faites par le théâtre. Je pense que c'est vraiment une piste à explorer. Touche des publics. C'est pas qu'ils s'intéressent pas à la science, d'ailleurs. C'est plutôt des publics qui sont marqués par des expériences ou des traumas vécus au collège ou au lycée,
qui leur ont laissé croire que la science n'est pas pour eux, que leur cerveau n'est pas apte à l'entendre. Et moi, j'interviens pas mal dans les prisons, enfin je l'ai fait beaucoup, ou dans d'autres endroits, et on voit que c'est un marqueur qui traîne toute la vie des gens. Les gens pensent que leur cerveau n'est pas légitime à entendre parler de science. Et pour moi, c'est ça l'obstacle principal. Et je pense qu'il faut inventer de nouvelles méthodes pour essayer de faire tomber ces parois de verre, peut-être en organisant des assises nationales de la vulgarisation scientifique ou de la culture scientifique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'état des lieux? On voit que le niveau en France s'effondre. Le niveau des collégiens en maths, tout ça est mesuré par des enquêtes internationales. Donc, il y a quelque chose à faire. La question est quoi? Comment est-ce qu'on peut trouver le moyen de prendre le temps d'expliquer certaines choses dans les médias, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ces choses-là ne peuvent pas être expliquées rapidement. Gauthier, il a parlé 2 minutes là pour parler du paradoxe de PR. J'ai pas tout compris. D'accord ? J'ai pas tout compris. Si on prend les phrases les unes après les autres, j'ai fait de mon mieux. On voit bien qu'il y a des endroits où il manque de l'information pour qu'on comprenne. Et si j'avais fait le même exercice en 2 minutes, vous n'auriez pas compris non plus. Par contre, si on a 3/4 d'heure, tout le monde va comprendre. J'ai même réussi à l'expliquer hier à des élèves d'HEC. Vous imaginez? Si on peut le faire devant des élèves d'HEC, on peut le faire partout. Juste parce que tu posais aussi la question aussi de la vulgarisation par rapport à l'enseignement, et je voulais juste répondre par rapport à cet ouvrage qui a vraiment été, je pense, conçu comme quelque chose de très complémentaire justement à l'enseignement scolaire, pourrait-on dire. Parce que l'enseignement de la physique, en l'occurrence, est souvent très aride. Il y a rarement, je pense, j'ai pas relu des manuels, mais je pense que l'histoire des sciences n'est quand même pas omniprésente. Et là, il y a un exemple emblématique, je pense, c'est on a mis les 3 lois de Newton, et c'est vrai que on peut très bien apprendre les 3 lois de Newton dans leur version moderne à l'école. Et nous, on milite pour le fait que c'est bien aussi, de façon tout à fait complémentaire, de revenir à la formulation initiale de ces lois. Donc, je vous invite à aller page 49 si vous avez l'ouvrage, et du coup de mieux comprendre comment ces lois sont nées. Et c'est pas quelque chose qui est nécessaire dans l'apprentissage de la physique, mais c'est quelque chose qui est quand même sacrément intéressant. Alors moi, il me reste deux questions. On va essayer de faire vite puisqu'il reste très peu de temps. Allez, je me dépêche. Il y a actuellement un film au cinéma que vous avez peut-être vu. Alors avec mon très mauvais anglais, je vais tenter de dire le titre. Everything, Everywhere, All at Once. Vous l'avez vu? Sur les multivers. Donc il s'agit de personnages qui, quand ils ne vont pas dans une direction, le chemin qu'ils n'ont pas pris existe dans une autre dimension, dans leur multivers. Donc voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce type de films nous font poser des questions sur les sciences, sur la physique, puisqu'après on peut chercher à comprendre ce que c'est que les multivers, ce qu'on en connaît éventuellement. Bon voilà, c'était, si vous ne l'avez pas vu, bon. Il est encore au cinéma, il est vraiment extraordinaire ce film. Non, mais il y a un univers dans lequel on l'a vu. Bravo, vous avez tout compris du film. Et j'ai une dernière question qui va peut-être vous faire grincer, mais je la pose quand même. Que pensez-vous de la soi-disant médecine quantique? Le terme quantique a-t-il été confisqué par les pratiques appelées médecine parallèle? Comme quoi on serait dans un champ vibratoire. Est-ce que pour vous, c'est un usage abusif du mot quantique? Est-ce qu'il y a véritablement une réalité de ce champ vibratoire, de ces dimensions? J'avais prévenu. Non, moi je réponds pas, je veux pas m'énerver. On passe une bonne soirée. Oui. Il faut que ça continue. Il faudra poser une autre question après. Non, mais c'est vrai que le mot quantique est malheureusement un peu dévoyé, je pense, et appelle en fait tout un tas de fantasmes. Et c'est vrai que moi, évidemment, il y a des grands physiciens qui ont dit si vous avez compris la physique quantique, c'est qu'il y a un problème. Enfin bon,
il y a énormément de choses qu'on comprend très bien grâce à la mécanique quantique. Il y a encore des grands mystères, dont l'intrication dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas résolus. Mais on a quand même compris énormément de choses sur le monde avec la mécanique quantique. Donc il ne faut pas tomber dans cette espèce de fantasme selon lequel, avec la mécanique quantique, on ne comprend plus rien. Et puis surtout, moi, c'est vrai que j'ai une certaine horreur de ceux qui utilisent ce mot pour faire croire des choses à des gens, alors qu'on sent bien que ces gens-là racontent n'importe quoi. Et je ne parlerai pas ici parce que je n'ai pas envie non plus de m'énerver de la mémoire de l'eau. C'était la question qui fâche. Hein, bon. On voit tellement ce mot partout, c'est vrai que je me suis dit c'est peut-être une question à poser. Pour adoucir les choses, j'ai un poème. Je fais vite, il est très court. Puisque la physique est un langage et la physique est un langage et la poésie en est un autre, et parfois il y a des échos de physique dans les poèmes. Le chant des fleuves accompagnait mes pieds de voyageurs tièdes. Le fleuve chantait avec mes bras. En lui, je regardais la mort et la vie. Mais on est toujours composé d'un peu de mort et de chemin, et on est toujours fleuve ou chant ou larmes cachées. Donc c'est un poème de Ravière Hérault que j'ai trouvé magnifique. Tout le livre est magnifique et il part beaucoup du temps, donc il devrait vous plaire. Cadeau. Je vous souhaite une excellente soirée, en sachant qu'on va continuer avec le temps de questions-réponses du public.